Pour amorcer un peu la chose, est-ce qu'on pourrait parler des dangers du tourisme de masse à Cuba? Parce que le tourisme a tendance à exploser quand même, malgré les sanctions. Et au niveau de la rue, moi je vois des témoignages de gens qui rentrent de Cuba, ils me disent c'est plus la Cuba d'autrefois. Il y a des changements de comportement de la population qui sont vraiment dramatiques parfois. Qu'est-ce que tu en penses? Tu poses la première question parce que tu sais que c'est toujours la première question toujours la plus difficile à poser. Sinon on aurait pu passer directement à la seconde question. Mais... Alors c'est vrai que... Alors vous le savez que Cuba s'est ouvert au tourisme par nécessité économique et non pas par choix, par volonté propre. Ça a été une imposition de la situation internationale. Et comme vous le savez, le tourisme a des aspects positifs, il est source de devises, c'est aujourd'hui la seconde source de revenus du pays, mais il a également des aspects négatifs, puisqu'il y a à Cuba une résurgence, avec l'essor du tourisme au début des années 90, de phénomènes sociaux qui avaient disparu, comme la petite délinquance, comme la prostitution. Il y a également une atteinte aux valeurs de solidarité, d'entraide, d'humanité, notamment auprès des catégories plus jeunes de la population. Donc on ne peut pas attendre que des bienfaits positifs. Ma conviction, qui est subjective, c'est que les Cubains sauront faire face aux défis culturels qu'impose un tourisme de masse, notamment un tourisme en provenance des États-Unis. Parce que je crois que si l'on regarde, si l'on analyse la situation cubaine, et pour discuter avec les Cubains, les aspirations des Cubains ne sont pas d'ordre politique, elles sont d'ordre matériel. Les Cubains aspirent et méritent de vivre mieux d'un point de vue matériel. Parce que c'est vrai que le salaire est insuffisant, il y a des difficultés matérielles. Alors certes, les Cubains mangent 3 fois par jour, ont un logement, ont accès à l'éducation, ont accès à la santé, ont accès à la culture, ont accès au sport, etc. Mais il y a cette aspiration légitime à vivre mieux d'un point de vue matériel. Et l'un des défis aujourd'hui de Cuba, et du socialisme en général, c'est de répondre positivement aux besoins croissants de la population. Et c'est difficile parce que Cuba est un pays aux ressources extrêmement limitées. Cuba est un pays qui, de surcroît, a toujours été contraint d'utiliser des ressources extrêmement importantes pour sa survie. Pour la défense nationale, par exemple. Cuba a toujours été victime, soumise, et toujours soumise à un état de siège. Donc il y a toute une série de défis qui ont été posés au peuple cubain. Ma conviction, je crois en l'intelligence naturelle du peuple cubain qui a toujours su répondre avec beaucoup de sagacité aux nouvelles réalités et aux défis que lui imposait l'histoire. Les Cubains ne souhaitent pas de changement de modèle de société. D'ailleurs, ils sont lucides. Quand on leur demande « mais est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait peut-être faire autre chose ?» La première question qu'ils posent, c'est de savoir quel modèle vous nous proposez. Est-ce que c'est le modèle en vigueur dans le reste de l'Amérique latine? Est-ce que c'est le modèle français que vous nous proposez? Où nous avons 9 millions de pauvres, 2 millions d'illettrés, problème que Cuba a résolu en 1961. Pour la Réunion, puisque c'est de là que je viens, 50% de la population qui vient en dessous du seuil de pauvreté, 120 000 illettrés sur une population de 840 000 habitants, 50% des jeunes au chômage, et en même temps, c'est le département de France qui paye le plus l'impôt sur la fortune. Donc c'est la réponse des Cubains. Ils souhaitent pouvoir bénéficier, parce que vous savez, quand on a atteint un niveau de développement humain élevé, nos attentes matérielles sont également plus élevées. Un habitant du tiers-monde aspire à manger 3 fois par jour, s'il peut être soigné par un médecin, éventuellement amener ses enfants à l'école, avoir un logement décent.
tout cela, ce sont des conquis de la révolution cubaine. C'est une réalité sociale à Cuba. Et les attentes sont différentes de la jeunesse cubaine. Et je le répète, j'insiste dessus, elles sont légitimes. La jeunesse cubaine mérite de vivre mieux d'un point de vue matériel, mais elle est confrontée à la réalité économique de son pays. Madame ? D'après ce que vous dites. Attendez. Vous avez retracé l'historique donc avec la révolution cubaine, l'embargo des États-Unis, où il y a une stratégie effectivement étatique de mettre un peu en vase clos l'île, parce que c'est plus facile de mettre en vase clos une île qu'un État qui aurait des frontières. On a le sentiment aussi que lorsqu'on voyage à Cuba, il y a un effet pervers. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, vous disiez qu'il y avait quand même une solidarité du peuple cubain. Il y a plusieurs générations qui se sont succédées depuis la Révolution. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, on désigne davantage le gouvernement cubain comme le gouvernement qui a imposé justement cette, entre guillemets, cette, j'allais dire, un peu misère apparente sociale. Quand vous débarquez à La Havane, que vous allez Calle Luz, on a l'impression d'être dans une ville détruite. Enfin, c'est le sentiment qu'on garde comme ça. Après, lorsqu'on rentre à l'intérieur des foyers, des maisons et qu'on discute, c'est autre chose. On vit avec peu, on sait se débrouiller avec peu. Mais on a l'impression que la stratégie des États-Unis, ça a été à la fois d'avoir cet impact économique et politique, mais à la fois le travail des mentalités. C'est-à-dire que la révolution cubaine, quelque part, ça dérange. Ça dérange beaucoup, puisque après on a vu les incidences en Amérique latine, etc. Et qu'on n'a pas, ils n'ont pas l'envie que ce modèle-là soit exporté. Alors effectivement, les contradictions sont telles que lorsqu'on voit les gens, bon, il y a déjà l'histoire de la monnaie, le Cook et la monnaie nationale. Et donc, quand vous discutez avec des gens qui vous disent oui, moi je suis ingénieur agronome et je gagne pas mal par rapport aux autres, je gagne 40, l'équivalent de 40 Cook mensuels, on se dit 40 euros mensuels, comment c'est possible? Et pourtant, ces gens-là sont nickel, à niveau d'études excellent, etc., etc. Ils vous racontent un petit peu ce que vous avez dit, l'exportation finalement de tout ce qui est l'ingénierie à la fois culturelle, sanitaire, notamment vers le Venezuela. Et donc on s'aperçoit qu'il y a des contradictions, mais flagrantes, quoi. Parce que nous, avec 40 euros, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait rien. Hein, je veux dire, on ne paye même pas une contravention. Donc voilà, quoi. Et j'ai le sentiment que c'est cette, entre guillemets... Je rappelle, c'est des questions. Oui. D'accord. Bon, enfin, c'est un échange aussi. Il a dit que c'était un échange. Donc, ce que disait un peu Manuel Castel, que quelque part, il y a une coercition, quoi. Et donc, une coercition. C'est-à-dire une manipulation un petit peu des autorités, vous dites? Oui, de la mente, non Ah, vous croyez? D'accord. Donc, c'est... bon, voilà. Donc, je ne sais pas si... Enfin, c'est quelques observations qui peuvent donner... Je vais répondre. Voilà. Je vais essayer de répondre, d'apporter mon point de vue. Okay. Si votre propos est de dire qu'il y a de la pauvreté à Cuba, j'y souscris totalement. Il y a de la pauvreté. En revanche, j'émettrais, si vous parlez de misère... Non, je ne trouvais pas bien le mot. Hein, c'est de la pauvreté. Bon, on efface. Il y a de la pauvreté à Cuba. Mais il faut toujours mettre en perspective la réalité cubaine avec la problématique latino-américaine et du tiers-monde. Je rappelle qu'à Cuba, malgré les difficultés, les vicissitudes quotidiennes, malgré les contradictions inhérentes à tout processus de transformation sociale réalisé par des femmes et des hommes, donc par définition par des êtres imparfaits, on le voit à notre propre échelle, nous sommes pleins de... Moi, j'ai mes propres contradictions. Entre certains principes et parfois certaines attitudes, on a tous nos propres contradictions. Donc imaginez cela à l'échelle d'un pays. Donc il y a, si votre propos est de dire qu'il y a des contradictions au sein de la société cubaine, oui. Il y a des aberrations, oui. Il y a des injustices, oui. Mais c'est inhérent à n'importe quelle autre société. Il faut savoir, les Cubains disposent de toutes les vertus
et de tous les défauts de la condition humaine. Exactement. Maintenant, il faut toujours, après avoir dit ça, remettons les choses en perspective. À Cuba, l'espérance de vie est de 80 ans. La mortalité infantile est de 4,6 pour 1000. Il est absolument impossible d'atteindre de tels indicateurs si vous n'avez pas une bonne alimentation, saine et équilibrée, si vous n'avez pas un bon accès aux soins, si vous n'avez pas un bon accès à l'éducation, si vous n'avez pas un bon accès à la culture, si vous n'avez pas un bon accès à la pratique sportive. Là, vous me dites, qu'est-ce que vient faire la pratique sportive dans tout ça? La pratique sportive est fondamentale, non seulement pour le développement physique, ça on le sait, mais pour le développement intellectuel du citoyen. Fondamental. Fondamental. Ça se voit. Et je dis toujours à mes étudiants, si vous voulez avoir des bonnes notes et réussir votre semestre, faites du sport. Fondamental. Si vous voulez devenir de meilleurs citoyens, de meilleurs êtres humains, faites du sport, parce que ça vous donne un socle de valeurs qui vont vous aider dans votre vie. J'ai ouvert une salle de sport d'ailleurs à côté. Oui. J'ai pas fini encore. Ah pardon, monsieur Larragne, excusez-moi. Ah, pas, c'était Jean. Je termine Jean et après... Excusez-moi. Pour ce qui... Alors 40 cooks. Oui, c'est vrai que 40 €, quand on dit les Cubains gagnent 40 €, ça nous semble bizarre. Mais il faut savoir qu'avec 1 € à Cuba, vous pouvez acheter 37 places de cinéma. Avec 1 € à Cuba, si vous êtes une mère cubaine avec un enfant de moins de 7 ans, vous pouvez acheter 104 litres de lait. Avec 1 $. Avec 1 €, c'est un petit peu plus. Ça ne veut pas dire que si vous avez un enfant de moins de 7 ans et que vous avez avec 1 $, on va vous donner 107 litres de lait. Non. Vous aurez droit à 1 litre de lait par jour jusqu'à l'âge de 7 ans de votre enfant au prix subventionné que je viens de vous donner. Donc il faut remettre... 85% des Cubains sont propriétaires de leur logement. Il n'y a pas de taxe d'habitation, il n'y a pas de taxe foncière, etc. Et pour les 15% restants, la législation cubaine interdit que le loyer dépasse 10% du revenu du foyer. Donc, il faut rappeler ces réalités. Il faut rappeler ces réalités. Maintenant, c'est sûr, si vous me citez la Calle Luz, alors moi je vais vous citer la Plaza de San Francisco. Et quand si la place San Francisco de La Habana Vieja, elle est fabuleuse. Pareil. Alors, la place de San Francisco ne reflète pas ce qu'est Cuba, et la Calle Luz non plus. Parce que sinon, moi, je vous amène dans une rue à Saint-Denis, soit à Paris ou à La Réunion, ou dans un bidonville, et je vous dis... Le quartier historique est bien un quartier touristique. Oui, mais le quartier touristique où habitent les Cubains, hein, c'est pas un quartier exclusif. C'est un quartier très populaire. La Habana Vieja, Centro Habana, ce sont des quartiers très populaires, avec une inclusion sociale des habitants. On n'a pas fait comme dans les grandes villes, hein, où dès lors à Marseille par exemple, où dès lors qu'on développe le centre historique, on exclut la population. On cache les pauvres. On cache les pauvres. Et on les vire, oui, on les vire. Et vous aviez soulevé un autre point également, auquel je voulais répondre. Le fait que tout ça, ça a des incidences sur... Ah, le contrôle de captation de cerebro, de volontario. De quelle manière? Est-ce que vous croyez que quand on a envie de manipuler les masses, est-ce que vous croyez qu'on les éduque? Première chose qu'a faite Cuba, après le triomphe révolutionnaire. Je ne dis pas que c'est les Cubains qui manipulent. Je dis que c'est la situation environnementale créée par les États-Unis qui fait en sorte qu'on puisse désigner facilement le responsable de ça, c'est-à-dire les autorités cubaines. C'est ça ce que je dis. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que les Cubains désignent les autorités leurs dirigeants comme étant les responsables? Oui, le fait d'avoir eu un embargo, d'avoir... Oui. Plonger d'une certaine manière la société cubaine dans des restrictions, et notamment des restrictions matérielles, dans la mesure où il y a toute
une colonie cubaine qui vient de Miami, etc. Ouais, ouais. Il y a comme un regard sur la matérialité de la société qui fait que, bon, nous, on n'a pas le droit à ça, mais bon, finalement, il n'y en a pas le droit. Je sais pas, vraiment, je sais pas si c'est un... C'est un peu ce qu'on a ressenti. Ouais. Notamment Ce n'est pas mon... Bon. Je ne mets pas en doute hein, votre ressenti, hein, mais... C'est pas mon ressenti, c'est une incidence, c'est un effet pervers, en fait. C'est un effet pervers. Parce que vraiment, pour discuter avec les Cubains, ils disposent de la culture politique suffisante pour comprendre quels sont les grands enjeux stratégiques et quelle est la réalité. Mais ils ont tendance à pleurer devant le touriste, comme on dit en espagnol, el que no llora no mama. Donc, Ce qui est de bonne guerre. Ce qui est de bonne guerre. Ceci étant, les casas particulares, je veux dire, c'est en une journée, c'est le gain d'un mois du salaire. Quand vous payez 25 euros ou 30 euros, quand vous payez 25 ou 35 euros l'habitation, donc c'est équivaut oui, l'ouverture avec le tourisme, voilà, ça crée et c'est un effet pervers, ça. Un ça effet crée pervers. des inégalités. Voilà. Ça crée des inégalités, mais pareil, quand on ne peut pas espérer d'un processus de transformation sociale que des effets positifs. Il y a des contradictions, il y a des aberrations. Mais là encore, les Cubains, je ne vais pas me faire l'avocat des Cubains, ils savent bien se défendre tout seuls. La différence, c'est que les Cubains ont des circonstances atténuantes. Alors que nous, quand nous avons, je le disais tout à l'heure, 9 millions de pauvres dans un pays qui n'a jamais été aussi riche de son histoire, bon, nous le savons, Robespierre le disait déjà, hein, la pauvreté est une volonté politique. C'est une décision politique, la pauvreté. L'illettrisme, s'il y a 2 millions d'illettrés en France, c'est une décision politique, ce n'est pas la fatalité. C'est une volonté politique. S'il y a combien de millions de mal logés, c'est une décision politique, parce que nous disposons des richesses nécessaires pour permettre de subvenir aux besoins des 65 millions de Français. Et heureusement qu'on a Macron. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle notre libérateur est toujours vilipendé, Maximilien Robespierre. Pas pour la terreur, parce que voyons, quand bien même tous les crimes dont on l'accuse, c'est mon petit éditorial sur la Révolution française, quand bien même tous les crimes dont on l'accuse seraient avérés, moi je veux bien débattre sur ce sujet. D'ailleurs, par exemple, les tribunaux révolutionnaires, qui les a créés? Vous savez, tribunaux révolutionnaires qui ont appliqué la terreur. Danton, il y a une statue à l'Odéon, par Robespierre. Pas pour cela, parce que quand bien même je disais que si tous les crimes dont on accusait Robespierre étaient avérés, il n'aurait pas fait le millième de ce qu'a fait Napoléon juste après, qui a mis l'Europe à feu et à sang. Pourtant, c'est notre gloire nationale, Napoléon. Non, Robespierre avait dit la chose suivante, et c'est ce qu'on ne lui pardonne pas. La pire des aristocraties, c'est l'aristocratie des riches. Et il avait parlé d'une nouvelle société où l'on imposerait un salaire minimum et un salaire maximum, où l'on procéderait à une distribution plus équitable des richesses. Et ça, vous savez que c'est un péché capital. Il avait dit, je n'ai que l'ennemi, la finance. Vous savez ce qui est devenu la la chambre historique de Robespierre à Paris, 398 rue Saint-Honoré? C'est devenu un salon de coiffure de luxe. C'est vrai? C'est vrai. Question. Frédéric. Oui, allô? Attends, non, Ah, il y avait Jean, oui. Jean Ortiz. Oui, non, je pense que les Cubains, comme tu le disais, ne veulent pas de changement de modèle, mais ils sont majoritairement, aujourd'hui, aspirent majoritairement à un changement dans le système, dans le modèle. Voilà. Ensuite, Obama l'a dit lui-même, il a dit le blocus est un échec. Nous nous isolions. Donc notre ennemi reste Cuba, castriste. On veut renverser le castrisme, on change de méthode. Il a dit ouvertement. Voilà. Ensuite, deux questions tout à fait extérieures. Penses-tu que la Guyane est une île? Oui,
Parce que Macron a sorti ça la semaine dernière. Et ensuite, penses-tu que François Fillon serait ou dissident ou en prison à Cuba? On l'exporterait aux États-Unis. Alors, à ma connaissance, la Guyane n'est pas une île. Et rappelons que la présomption d'innocence existe. Donc, Oui. pour ce qui est de François Fillon, il a quand même le droit d'employer son épouse. Moi, j'ai envoyé Il a le droit de choisir. Mais il a le droit de choisir le camp des riches, François Fillon. Il a le droit de défendre le camp des riches. Mais nous, on ne doit pas les laisser. Est-ce qu'il n'y a pas un camp des riches à Cuba aussi? Il y a des écarts de revenus très importants. Oui. Alors oui, depuis l'ouverture du tourisme, alors comme vous le savez, si la question est posée, est-ce que les gouvernants vivent un peu mieux que les cubanos d'à pied, comme dans n'importe quel pays? Oui. Est-ce qu'il y a des disparités de revenus avec l'essor du tourisme? Oui. Mais bien entendu, ça n'atteint pas les gouffres abyssaux que l'on a chez nous. Et puis, il y a quand même une législation qui essaye de redistribuer les richesses. Bon, est-ce que... Oui, il me semble que la révolution cubaine a tout de suite mis l'accent sur plusieurs points. Le développement de la santé, le développement du sport, le développement... Non, mais ce n'est pas l'éducation, je veux dire. Alors, l'éducation en dernier. Alors, c'est le problème majeur, me semble-t-il. Cuba a misé sur l'éducation de son peuple. Et c'est ça qui va peut-être, je ne suis pas sûre, peut-être la sauver. Parce que quand un dictateur prend le pouvoir dans un pays, la première chose qu'il ne fait pas, c'est l'éducation des gens. Parce qu'il ne va pas éduquer des gens pour s'apercevoir qu'ils sont exploités par un dictateur. Donc, Fidel Castro, dictateur, c'est incompatible avec le développement de la culture et de l'éducation. Il me semble que les Cubains, qui sont tous très éduqués, très instruits, devraient résister à l'entreprise qu'il y a à l'heure actuelle. Parce que c'est peut-être plus facile pour eux dans la mesure où la France, par exemple, se casse la figure, l'Europe se casse la figure, les gens deviennent malheureux, il y a des sans-abri en France. Les Cubains le savent, ça. Mais à cause de l'éducation, ils peuvent prendre les rênes de leur pays sans avoir d'autres problèmes. Moi, j'ai connu un temps, on est allé à Cuba, et dans la montagne de la Sierra Maestra, je crois, on avait rencontré en descendant une institutrice qui revenait de l'école. Il y avait pour un élève, il fallait un instituteur. Si l'élève était trop loin, mais il fallait lui fournir un instituteur. En France, à cette époque-là, on fermait des écoles de 18 élèves. Et maintenant, c'est beaucoup plus encore. Maintenant, l'enseignement public est dilapidé, et méprisé, et est en chute. Alors qu'à Cuba, il y a toujours ce problème. Tous les Cubains à l'heure actuelle sont éduqués. Et ça peut les aider à surmonter les problèmes qu'on a soulevés jusqu'ici. Est-ce que vous pouvez parler de l'alimentation des... Comment je veux dire? Est-ce qu'ils sont autosuffisants point de vue alimentaire? Ou est-ce qu'ils importent beaucoup? Malheureusement, non. Donc, malheureusement, non. Cuba importe 83% des matières premières alimentaires qu'elle consomme. Donc il y a une dépendance très importante vis-à-vis du marché international. Surtout que l'on voit maintenant l'explosion du cours des matières premières alimentaires, et ça présente un danger de sécurité nationale. La difficulté, et c'est là qu'on parlait d'un processus de transformation sociale, d'émancipation qui n'est pas exempt de contradictions. Cuba, ce n'est pas un problème de terre. Cuba dispose de toutes les terres fertiles nécessaires, non seulement pour être autosuffisant, mais également pour exporter des matières premières alimentaires. Mais comme vous le savez,
Le travail de la terre est un métier difficile. Moi, j'ai une petite expérience dont je vais vous faire part. Moi, quand j'avais, je crois que c'est à partir de 16 ans. 16 ans, pour se faire un peu d'argent, à l'époque, on allait faire la récolte des patates. Qu'est-ce que c'était dur! Ça durait 2 semaines. Ou la castration de maïs. Qu'est-ce que c'était dur! Donc, c'est un travail difficile, ingrat, et quand vous avez atteint un niveau universitaire, ce qui est le cas pour l'immense majorité des Cubains, vous n'avez pas envie de travailler la terre, et c'est compréhensible. C'est compréhensible. Donc, la difficulté est là. La difficulté est là. Et les Cubains, la priorité nationale aujourd'hui, c'est de substituer, de remplacer l'importation de matières premières alimentaires, de produire davantage. Alors, il y a eu des mesures qui ont été prises. On a remis les terres en usufruit aux paysans, gratuits, pendant 20 ans. On a essayé d'adopter des mesures incitant les gens à retourner travailler la terre. Mais bon, pour l'instant, les résultats ne sont pas encore là. S'il vous plaît, oui. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on a vu 2 Cubains différents. C'est-à-dire que moi, j'étais à Cuba il n'y a pas longtemps du tout, pendant un mois en vélo. Donc pas de plage très bien luxueuse, etc. On a vu l'intérieur du pays. Donc vous nous avez dressé un tableau assez idyllique, je dirais, en particulier du comportement cubain, du régime cubain, donc de ses difficultés avec les États-Unis. J'ai entendu nulle part des critiques sur la manière dont le régime cubain fonctionne. Quand on discute avec les Cubains de l'intérieur du pays, c'est pas cette vision idyllique qui en ressort du tout. Donc j'aimerais comprendre comment se fait-il qu'il y ait cette vision idyllique d'un côté, et puis quand on va sur place, donc je dis une nouvelle fois, pas dans les agences de voyage, mais en vélo, en discutant avec les gens, c'est pas du tout cette image qu'on en a. Et les difficultés des Cubains, elles sont réelles. Quand on disait tout à l'heure que c'était un pays qui était pauvre, c'est un pays qui est extrêmement pauvre. Quand on parle quand on voit les maisons, l'état des maisons, c'est quelque chose d'absolument catastrophique partout. Donc j'ai quand même un petit peu l'impression que mettre tout ça sur le fait qu'il y ait un embargo, le raccourci me paraît un peu simpliste. Voilà. J'ai pas eu l'impression de... Là, c'était beaucoup quand même. Oui, vous allez pouvoir prendre le micro juste après, madame. Au contraire, moi j'ai plutôt eu l'impression d'avoir dressé un panorama pessimiste des relations bilatérales entre Washington et la Havane, puisque j'ai rappelé la réalité des sanctions économiques, qui sont extrêmement compliquées. Je parle du fonctionnement du régime cubain. Le fonctionnement du régime cubain, c'est ça que je parle. Donc c'est facile quelque part de dire, ça fait 58 ans que c'est la faute de l'embargo des États-Unis, mais demandez aux Cubains comment ils fonctionnent tous les jours. Ils vont vous dire comment ça fonctionne, comment ça ne fonctionne pas. Parce que ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a un système qui fait que ça ne peut pas fonctionner. Très bien. Je vais vous répondre par des chiffres. Si Et vous allez nous dire Chut, ça fonctionne. Pardon. On a le droit de s'exprimer ici, et puis je vais apporter des réponses. Alors, si un modèle qui ne fonctionne pas permet à la population d'atteindre une espérance de vie de 80 ans, un taux de mortalité infantile de 4,6 pour 1000, c'est-à-dire le plus bas d'Amérique, y compris le Canada et y compris l'Argentine, les États-Unis, et l'un des plus bas du tiers-monde, qui permet d'universaliser l'accès à l'éducation. Selon l'UNESCO, les élèves cubains disposent des meilleurs résultats sur une étude de 12 pays d'Amérique latine dans toutes les matières. Si l'on a un système qui permet à tous les Cubains de manger 3 fois par jour, si un système qui permet de faire du pays, de Cuba, le seul pays, selon l'UNICEF, à avoir éradiqué la malnutrition infantile, seul pays d'Amérique latine et du tiers-monde, eh bien, si ça ne fonctionne pas, je crois qu'il faudrait élever un monument aux choses qui ne fonctionnent pas. Voilà ma réponse. Moi, je ne peux pas disserter sur de la rhétorique, je suis obligé de me baser sur des chiffres. Si votre propos est de dire qu'il y a des difficultés à Cuba,
Je crois qu'on vient de passer un quart d'heure à parler des difficultés. Du salaire qui n'était pas suffisant. De l'aspiration des Cubains à avoir un meilleur niveau de vie matérielle. Mais je crois qu'il faut remettre, encore une fois, en perspective la réalité cubaine avec la problématique du reste du monde, à commencer par chez nous. Est-ce que vous croyez que moi, en tant que Français vivant à La Réunion, je peux disserter sur la situation des droits de l'homme à Cuba, parlant du droit à manger, etc., quand dans mon île, il y a 120 000 illettrés. Problème que Cuba a résolu en 1961, qu'il y a 50% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Est-ce que vous croyez que je dispose de l'autorité morale nécessaire pour disserter sur la situation sociale à Cuba? À la seule différence, je le répète, c'est que Cuba dispose de circonstances atténuantes. Cuba est un pays pauvre. Cuba est le dernier pays à obtenir formellement son indépendance d'Amérique latine. Cuba est un pays qui a été néocolonisé jusqu'en 1959. Cuba est un pays victime de sanctions économiques depuis plus d'un demi-siècle. Alors que la France est la 6e puissance mondiale, qu'elle n'a jamais été aussi riche de son histoire, et que malgré cela, il y a toujours 9 millions de pauvres et 2 millions d'illettrés. Est-ce que vous croyez qu'avec de telles statistiques, nous disposons de l'autorité morale pour donner des leçons aux Cubains? Puisqu'on parle, en parlant de la qualité des logements des Cubains. Oui, bien sûr. Là, c'est facile de faire la rhétorique comme ça, et dire monsieur, vous n'avez pas l'autorité, etc. On a l'autorité de quoi? On discute. Je parlais de moi-même, si vous avez bien entendu mon propos. Parlez un peu maintenant, d'accord? Nous, on peut parler aussi? Alors, d'abord, oui, vous pouvez. Oui. Vous pouvez parler. Par contre, vous allez baisser. Hein? Mais moi, j'ai pas de micro. Oui. Il est derrière vous, on vous le tend depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, baissez d'un ton. Répondez par des arguments, parce que moi j'ai cité des chiffres. Mais je suis désolé, les leçons, ça va, je suis trop vieux pour en prendre, je suis désolé. Non, ça c'est pas un peu intéressant. Bon, alors, on parle d'arguments là. Écoutez, j'aimerais pouvoir parler un petit peu, j'aimerais que tout le monde se calme. Oui, j'aimerais bien qu'on puisse parler. J'ai simplement... Vous nous parlez de statistiques, Que veulent dire vos statistiques? Moi j'ai vu des statistiques à Cuba, je suis désolé, j'aimerais bien savoir à quoi ça correspond. Vous parlez de santé, vous parlez de la santé des Cubains, etc. Je suis désolé, quand on voit les Cubains en ville, je ne suis pas persuadé que l'hygiène de vie soit la première chose qui soit mise en exergue. Donc je ne critique pas les Cubains pour critiquer les Cubains. Je ne mets pas la France en exemple, j'aurais beaucoup de mal à le faire. Je dis simplement, il faut arrêter de voir les choses d'une manière systématique et de dire tout est bien. L'enseignement fonctionne bien, l'éducation fonctionne bien, donc le médical fonctionne bien. Allez voir un hôpital cubain, vous allez avoir quand même des surprises. Hein? L'état d'hygiène. Les Cubains sont des gens qui sont admirables dans le fait qu'ils se débrouillent avec rien. Ils se débrouillent avec rien. Pourquoi les médecins cubains sont si bons? Mais parce qu'ils se démerdent avec rien du tout. C'est pas parce qu'ils ont été bien formés. Ça fait partie. Mais c'est pourquoi ils sont plus urgentistes, je dirais. Ils sont très très bons dans l'urgence. Parce qu'ils se débrouillent avec rien. La scolarité, vous allez voir une école à Cuba, vous allez voir qu'il n'y a rien à l'intérieur. Ils ont un très bon niveau d'éducation parce qu'il y a des gens qui sont qui sont formidables. Donc je ne critique pas les Cubains. Et qui ont été formés par qui, ces gens-là? Je ne critique pas les Cubains. Je dis simplement que l'organisation, il faut arrêter de voir l'organisation comme quelque chose de parfait. Et l'organisation pose un certain nombre de problèmes graves. Est-ce que je peux apporter un témoignage d'un vrai pays du tiers-monde? Parce que je crois qu'on a un peu oublié que c'est un pays du tiers-monde. Je vais juste le répondre. Si je suis votre raisonnement, les études faites par le PNUD, par l'ONU, par l'UNICEF, par l'UNESCO, par l'OMS ne servent à rien. Ben, vous me citez des chiffres qui ne veulent rien dire. Mais je suis un scientifique, je suis universitaire. Pour analyser, je ne peux pas partir
d'une expérience personnelle de 15 jours à la Havane pour tirer des conclusions, ou à un mois pour tirer des conclusions à l'échelle d'un pays. On ne comprend pas les grandes tendances historiques après un séjour d'un mois à vélo, monsieur. Il faut faire... Je ne veux pas vous donner de leçons. Mais... Vous me donnez une leçon aussi. Pardon. Vous me donnez une leçon et je n'accepte pas. Donc, ben vous n'acceptez pas les chiffres, mais qu'est-ce que je peux vous répondre? Je n'accepte pas. Vous avez le droit d'avoir votre opinion, monsieur. Que vous me donniez une leçon. Mais venez pas à la conférence, monsieur. C'est vous qui êtes venu, vous êtes venu m'entendre. Mais moi je vous réponds. Mais quand je vous réponds, vous dites vous me donnez une leçon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je me taise et que je vous dise que vous avez raison? Oui. Alors laissez-moi terminer, puisque moi j'ai défendu votre droit à la liberté d'expression et vous aurez le droit de reprendre la parole encore une fois. Non mais pas du tout. On va peut-être pouvoir parler d'autre chose. Donc, moi je voudrais... Je vais juste... Vous dites... Les médecins sont formidables, les enseignants sont formidables, ils n'ont rien. Mais il faut élever un monument à ce système qui permet d'avoir de tels résultats avec rien. Pardon? Il y en a partout des monuments à Cuba. Sur le système. Il y en a partout. Il y en a moins qu'en France. Non. Allez, alors moi je voudrais donner un témoignage d'un vrai pays du tiers-monde. Par exemple le Congo ou la RDC ou le Togo, qui sont des vrais pays du tiers-monde, qui ont eu exactement la même histoire que Cuba, puisqu'ils ont été colonisés jusqu'en 1959, pareil. Ils ont eu leur indépendance, pas par une révolution, mais ils sont restés dans le système. Certains sont passés par un système socialiste, ils sont un petit peu moins pires aujourd'hui, mais les autres ont démarré directement. Et je prends le témoignage du Congo. Moi, j'ai passé un moment à Cuba aussi, j'ai été soignée gratuitement d'une foulure dans un hôpital dans lequel je suis rentrée comme ça, en sortant du bus, on m'a fait rentrer dedans, on m'a soignée, et je suis ressortie, j'ai rien payé. Et j'étais étrangère, donc je pouvais payer, je demandais ce qu'il fallait que je paye. On m'a dit non, c'est gratuit, vous sortez. Et effectivement, j'y suis pas allée depuis 2007, donc ça peut avoir évolué. Hein. Mais ce que j'entends des amis qui sont là-bas, ça a l'air d'être la même chose. Mais moi, je voudrais parler de l'autre côté, c'est-à-dire que il y a beaucoup de Cubains qui venaient au Congo depuis l'histoire socialiste qui a fini en 1980, qui continuent à venir parce que la collaboration a continué. Il y a des gynécologues, par exemple, cubains, des dentistes cubains qui viennent au Congo et qui ne comprennent même pas que les maladies qu'ils trouvent existent. Ils sont complètement sidérés de voir des gens venir en marchant pour se faire soigner des maladies qu'ils n'ont jamais vues de leur vie, qu'ils n'ont même pas étudiées, tellement c'était pas possible que ça existe. Et ils étaient tous choqués quand ils venaient faire de la médecine au Congo. D'autre part, pour les 40 €, au Congo, on peut gagner 200 €, sauf que dès qu'on a un paludisme, il y en a 150 qui partent. Donc de toute façon, le salaire, il sert à rien. Le logement, c'est pareil, etc. Parce qu'on n'arrête pas de comparer Cuba à la France. Mais la France, c'est le pays qui a pillé les pays du tiers-monde pour faire sa richesse. Ces pays-là n'ont jamais rien pu piller pour faire leur richesse. Et là, je parle d'un pays, le Congo, producteur de pétrole, qui exporte tout ce qu'il veut, son bois, son pétrole. Aucune entreprise n'est interdite pour venir commercer avec le Congo. Ils font exactement ce qu'ils veulent. Non seulement ils n'ont ni santé ni éducation. Les écoles au Congo, il y a non seulement plus de matériel, mais pas non plus d'instituts. Ni l'un ni l'autre, et pourtant ils se débrouillent, mais il n'y a pas d'éducation, ça c'est sûr, il n'y en a plus, et pourtant ils ont été à un moment à 97% comme Cuba en 1976, et d'autre part un détail important aussi, c'est qu'aujourd'hui le Congo, producteur de pétrole, est surendetté. Il est au prix du FMI, il a une dette qui est 3 fois supérieure à tout ce qu'il peut gagner chaque année en dette, malgré sa production de pétrole. Et ma question était la suivante, quelle est la dette de Cuba vis-à-vis des organismes internationaux, enfin, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, vous me posez une colle. Aucune idée. Parce que je sais que le FMI n'a jamais prêté, mais je voulais savoir s'il avait emprunté ailleurs. Oui, Cuba est endetté. Alors, a résolu ses problèmes de la tech, le Club de Paris, par exemple, qui était un groupe de créanciers privés, mais je ne pourrais pas vous donner de chiffres. Non. Pour parler des difficultés aux urgences dans les hôpitaux à Cuba, moi, j'invite les Paloises et les Palois, c'est comme ça qu'on dit, allez faire un petit tour aux urgences à l'hôpital de Pau. Et vous verrez. Frédéric. Il y a une question, non? Là-bas en haut. Il y a un micro juste à côté de vous. Moi c'est moi, il y a une question, en fait, c'est que je pense qu'il y a un peu un quiproquo, parce que quand vous dites tout à l'heure... vous avez dit on n'est pas là pour donner des leçons.
vous parliez pas du monsieur qui parlait, mais vous parliez du monde en général, de la France, des États-Unis. Et c'est vrai qu'on entend tout le temps faire donner des leçons à Cuba. Et franchement, quand on voit comment s'est fait cette révolution, enfin moi j'ai beaucoup apprécié votre conférence, et je pense qu'il y a un quiproquo quand vous avez eu l'impression qu'il vous faisait la leçon en vous disant on n'est pas là pour faire des leçons, c'est pas du tout à vous qui parlait. C'est que moi, avant que j'attaque le livre qu'on a fait sur le Chili, j'ai tout le temps, de manière récurrente, entendu des critiques sur Cuba. Je sais, la dernière fois, là, on a présenté notre livre, il y a quelqu'un qui vient me dire aussi qu'il est allé au Cuba il y a 2 ans et que la monnaie n'était pas la même, qu'on n'avait pas le droit d'aller acheter avec de la monnaie normale parce que les gens ont peur et qu'il y a tout ça. Mais je trouve que quand même, je pense quand même qu'on est dans un monde où quand les gens essayent de créer autre chose, on les bride tellement que ça devient insupportable et que leur vie devient insupportable et que Cuba en est un exemple parfait. Et je trouve ça bien qu'on arrive à dire quelles sont les victoires, parce que les victoires sur la santé, la mortalité enfantine à Cuba, c'était une horreur quand Fidel Castro est arrivé au pouvoir, et c'était la même qu'au Chili. Sauf qu'au Chili, il y a eu Pinochet et que la mortalité enfantine est toujours la même, et que la misère aujourd'hui au Chili, parce que moi j'ai passé 1 mois au Chili, alors je ne peux pas en tirer des généralités, mais n'empêche que j'ai vu des femmes qui étaient dans des supermarchés qui ont des couches parce qu'elles n'ont pas le droit d'aller aux toilettes. C'est défendu. Donc pour gagner du temps, on met des couches, alors ça fait marcher le système des couches, et puis ça fait que vous voyez, vous macérez dans votre pipi toute la journée. Il y avait des personnes de 70 ans qui sont à la caisse et qui remplissent des poches en plastique parce que c'est leur seule façon d'avoir une retraite, ils n'ont pas de retraite. Donc on leur donne la pièce après. Alors nous on est tout fiers parce qu'on est écologistes, donc on arrive avec nos poches, vous savez, Monoprix là en nylon, et on dit on n'a pas besoin de poches en plastique, mais ils vous regardent et ils vous détestent parce que vous leur faites perdre leurs revenus en n'étant pas écologistes. Donc voilà, on est tombé. Et là, si vous parlez aux Cubains, alors aux Cubains il y a 40% de gens qui sont encore pinochettistes, mais quand vous parlez aux autres, le désespoir il est total. En France aujourd'hui, aux Chiliens je veux dire, mais en France aujourd'hui, on va dans plein de pays de quartiers, de régions de la France, le désespoir est total. Le système libéral, comment il est fait, il met plein de gens au désespoir. On parle des suicides tous les jours dans les entreprises, on parle de... Voilà. Donc, à la campagne aussi. Mais donc, je pense que c'était un quiproquo, monsieur. Je pense que ça ne s'adressait pas du tout à vous, du fait que vous faisiez la morale. Enfin, je ne me trompe pas en disant ça. Je pense que vous parliez de manière générale. Et c'est vrai que nous, en Europe... J'ai utilisé la première personne. Oui, quand j'ai pris des exemples, j'ai utilisé la première personne. Je dis, moi, je ne me sens pas investi de l'autorité morale nécessaire pour aller donner des leçons à un peuple qui a fait une révolution et qui résiste depuis un demi-siècle, et qui a des succès admirables, non pas selon les propos de Gramma ou du gouvernement cubain, mais selon les plus éminentes institutions internationales. Ce qui ne nous semblait pas... Et ça n'avait rien à voir de ne pas sentir légitime la question du monsieur. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est un peu triste dans ce genre de débat quand tout d'un coup il y a des quiproquos comme ça, parce que c'est dommage. Je dis toujours qu'il faut remettre les choses en perspective. Je le pense aussi. Quand on parle... Si le propos de monsieur est de dire qu'il y a des difficultés matérielles dans les urgences, moi je dis toujours, remettons les choses en perspective, même pas avec les urgences des pays du tiers-monde, parce qu'elles n'existent pas, mais même chez nous. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un tour aux urgences. Vous pouvez rester 8 heures sur un brancard avant qu'on s'occupe de vous. 12 heures pour les personnes. Quand vous voyez, j'espère, bon, moi j'ai eu un petit accident, les aléas du sport, il y a du positif et du négatif. Et j'ai eu une fracture et j'ai été aux urgences à La Réunion. Je suis arrivé à 19h aux urgences et on m'a monté dans ma chambre à 2h du matin. À La Réunion, c'est la France, La Réunion. Hein? C'est la France. Donc c'est pour ça que je dis, je ne me sens pas investi de la légitimité nécessaire pour donner des leçons à un peuple qui a construit un modèle de société qui est cité en exemple, le modèle social cubain, le modèle de santé, d'éducation, est cité en exemple par les plus éminentes institutions internationales. Et je regrette, les statistiques veulent dire quelque chose. Sinon, dans ce cas-là, on ne débat plus.
on ne peut pas, moi je ne peux pas débattre si je n'ai pas une base factuelle précise. Moi je débat, je suis scientifique, je débat à partir de chiffres, à partir de données précises. Sinon, je ne peux pas débattre à partir d'un ressenti. Parce qu'on a notre subjectivité, etc. Donc ce qui est, même dans... On pourra toujours dire que l'objectivité est impossible, d'ailleurs. Moi, je suis convaincu de cela. Mais remettons toujours les choses en perspective. Et essayons de nous départir de cette culture coloniale. Alors c'est sûr qu'on a été un pays colonial, donc on a du mal. On est un peu donneur de leçons. Hein? Quand je dis on, hein, je m'inclus. On est donneur de leçons. Et on n'a pas de leçons à donner. Parce que pour pouvoir donner des leçons, avant de s'inquiéter de difficultés ailleurs, commençons par nous inquiéter de nos 9 millions de pauvres, de nos 150 000 sans-abri, des 2 millions d'illettrés. Voilà la réalité. Quand on aura résolu ces problèmes chez nous, peut-être qu'on pourra disserter sur la situation dans les autres pays à Cuba. Et encore, tant qu'on n'a pas vécu ce qu'ont vécu les Cubains, on ne peut pas parler à leur place. Salim, parce qu'on ne sait pas ce qu'on aurait fait. Salim, je crois que tu as raison, mais le point de vue de monsieur est intéressant. Je m'explique. On a contraint Cuba à vivre depuis 1959 en situation de forteresse assiégée. Ça n'aide pas à épanouir les libertés. Je crois que le projet cubain actuel n'est pas celui qu'il aurait dû ou que Fidel aurait voulu être. Et ça, bon, tu l'as expliqué. Ensuite, à la campagne, qu'est-ce qui se passe à la campagne? On avait tout étatisé, tout collectivisé, y compris les petits artisans, des cireurs chaussures, etc., etc., tout, la grande offensive révolutionnaire. Et ça, c'est pas le socialisme. Ça s'est traduit par de l'absentéisme, ça s'est traduit par des baisses de productivité, par une désaffection par rapport au travail, etc., etc., etc. Des conséquences très négatives. Et aujourd'hui, comme tu le disais, on a à la fois décollectivisé, on a défait la réforme agraire telle qu'elle existait avant, et on a donné la terre aux paysans en usufruit. C'est-à-dire qu'on est en train d'introduire, par l'obligation, des mécanismes privés, des mécanismes d'économie, d'entreprise, d'initiative privée. Voilà. Et Cuba est en mutation là-dessus formidable. Et depuis l'effondrement du mur de Berlin, c'est vrai, tu l'as dit, les problèmes, etc. Mais monsieur, il a raison, la vie quotidienne à Cuba, elle est difficile. Donc la seule solution, dans le monde actuel, c'est d'introduire ces mécanismes d'économie privée. Mais quand tu mets le renard dans le poulailler, il faut être très vigilant. Alors c'est nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut continuer à planifier en associant les gens au plan, à l'élaboration du plan, comme disait Che Guevara, en démocratisant ces démarches, etc., avec des contre-pouvoirs, etc., etc. Réactiver le front populaire, le pouvoir populaire, réactiver tout ce qui faisait l'idiosyncrasie cubaine, les premiers moments de la révolution. Ensuite, tu le sais, il y a eu la soviétisation pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Donc, je crois que le point de vue de monsieur n'est pas incompatible avec ce que tu dis, Salim. Merci, Jean. Une question ici. Quelles sont les relations actuellement, depuis le décès de Chavez, entre le Venezuela et Cuba, puisqu'à un moment les échanges étaient particulièrement fructueux, très certainement aux grandes dames des États-Unis, puisqu'avec la manne pétrolière vénézuélienne, je pense que ça pouvait résoudre pas mal de problèmes à Cuba. Et apparemment, c'est, semble-t-il, très bienvenu l'effondrement des cours du pétrole de 80%, que ce soit pour ruiner le Venezuela ou pour Cuba. Et c'est à mon avis un événement qui est très intéressant pour les États-Unis pour arriver à leur fin. Les relations... Et d'autre part, une deuxième question, tant que j'ai le micro, c'est concernant tu as dit que les Cubains étaient propriétaires de leur 80% de leur logement. Et je ne pensais pas que c'était une vertu du castrisme dès le départ, que si je me trompe, que les Cubains deviennent propriétaires de leur logement, que c'était plutôt un fait capitaliste, ça, ou non? Ah non, voilà. Non, il y a eu la réforme urbaine en 59. Réforme urbaine en 59 qui a permis à la population d'accéder à la propriété. C'est pas incompatible avec le socialisme.
Est-ce qu'ils ont le droit de le revendre? Maintenant, oui. D'accord. Maintenant, oui. Avec toujours des garde-fous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas posséder à Cuba plus de 2 maisons. La résidence principale et une maison de campagne. Une personne ne peut pas être propriétaire de 2 maisons dans une ville, par exemple. Parce que sinon, c'est la spéculation, c'est l'accumulation et l'accaparation. Et on aura des Cubains qui n'auront pas de maison. De la même manière, les étrangers ne peuvent pas acheter une maison à Cuba. Seuls les Cubains et seuls les résidents étrangers permanents à Cuba peuvent acheter une maison. Pour ce qui est des relations avec le Venezuela, elles sont toujours excellentes. Le Venezuela est toujours le principal partenaire politique et commercial de Cuba. Alors c'est sûr que les relations d'un point de vue économique ne sont pas aussi bonnes parce qu'il y a eu cet effondrement du cours du pétrole au Venezuela, dans le monde, qui a grandement affecté le Venezuela, qui dépendait à 80%, je crois que 80% des devises sont issues de l'exportation du pétrole. Et les difficultés inhérentes à l'économie vénézuélienne, qui est une économie sous état de siège, rappelons-le, toute proportion gardée, ce qui se passe, le Venezuela est victime de ce qu'a été victime la France entre 1792 et 1794. Il y a une coalition des puissances d'argent. À l'époque, c'était les différentes monarchies qui ont assiégé la France. Il y a une coalition des puissances d'argent contre le Venezuela. Les États-Unis mènent une guerre économique contre le Venezuela depuis l'arrivée d'Hugo Chávez au pouvoir. Et c'est encore une réalité aujourd'hui. Je rappelle que les États-Unis ont encore... Obama, alors une nouvelle contradiction, a déclaré que le Venezuela, en 2014, je crois, représentait une menace à la sécurité nationale. Si nous vivions dans une société intellectuellement libre, ça ferait rire aux éclats. Ça ferait rire aux éclats et on aurait le titre de Le Monde, ça devrait être « ha 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 », je ne sais pas. Ce n'est pas sérieux. Mais la réalité est celle-là. Les difficultés économiques du Venezuela, qui pareil, il y a un processus de déstabilisation, il y a une opposition au Venezuela qui est une opposition antidémocratique, putschiste, qui refuse le suffrage universel, qui conspire contre l'économie nationale. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on découvre des entrepôts remplis de produits alimentaires destinés à créer une pénurie factice. Voilà la réalité auquel est confronté le Venezuela, et bien entendu ça impacte Cuba, puisque le premier partenaire commercial de Cuba, c'est le Venezuela. Voilà ce que je peux dire. Où va l'Amérique latine ? Après nous avoir donné beaucoup d'espoir, l'Amérique latine, me semble-t-il, ne va pas très bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh ben, j'en pense que des mauvaises choses. L'Amérique latine se trouve un peu au creux de la vague. Il y a une résurgence des forces conservatrices un peu partout. Il y a eu un coup d'État judiciaire au Paraguay, il y a eu un coup d'État judiciaire au Brésil. Il y a eu une victoire d'un néoconservateur Macri en Argentine, qui applique une politique antisociale terrible. La situation est assez compliquée en Amérique latine. La situation est différente de ce qu'elle était. Il y a un ballotage incertain en Équateur. Les élections, le deuxième tour va avoir lieu dans les prochains jours, puisque même si le candidat, le successeur de Rafael Correa est arrivé largement en tête, mais s'il y a une coalition des forces d'opposition, ça peut basculer également du côté conservateur. Donc, la réalité n'est pas évidente, n'est pas simple. On a vu ce qui s'est passé au Honduras. J'ai oublié le coup d'État au Honduras, soutenu par les États-Unis. Donc voilà la réalité de l'Amérique latine. Oui. Tardivement, je ne sais pas s'il est encore là, oui. Je voudrais encourager le monsieur à reprendre sa bicyclette. Je ne serai pas cruel, je ne vous enverrai pas au Congo, mais dans nos belles campagnes françaises, ne manquez pas d'approfondir cette étude. Peut-être en arriverez-vous à comparer 3 courbes, celle des cessations d'activité, celle des suicides
est celle du vote FN dans nos belles campagnes françaises. Oh, ça va être un débat dans le public. Alors je fais du vélo aussi bien en France qu'ailleurs, ça c'est la première des choses. J'aimerais vous demander simplement une chose, est-ce que vous avez été à Cuba ? Vous ai-je répondu sur Cuba ? Vous êtes en train de parler de la manière que j'ai de montrer le pays. Je n'ai pas voulu, à aucun moment, comparer la France à Cuba. Je le répète, j'aimerais que ça soit pris en considération. Donc je ne donne aucune leçon aux Cubains en tant que Français. D'accord ? Je dis simplement que si vous allez à Cuba, vous verrez qu'il y a des choses que l'on peut, je pense, expliquer vu les problèmes économiques liés au blocus américain, et il y a des choses qui me sont, à mon avis, inhérentes plutôt au système. Et c'est quelque chose qu'on voit sur place. C'est tout ce que je voulais dire. Ah, dit de cette manière, je souscris totalement. Vous aviez une autre perspective tout à l'heure, mais dit de cette manière, bien entendu. Si votre propos est de dire que les autorités cubaines ont commis des erreurs, mais pas qu'une. Pas qu'une. Là, nous parlions tout à l'heure de la politique agricole. S'il est quelque chose qui a été un échec à Cuba, ça a été la politique agricole. Mais je le répète encore, les Cubains et les Cubaines sont des hommes et des femmes qui font partie de l'humanité et donc qui ont des défauts, des qualités. Ne soyons pas... Nous avons c'est vrai qu'ils nous ont habitués à tellement bien faire, les Cubains, que nous avons une exigence démesurée à leur égard. Nous voudrions qu'ils créent la société parfaite. Alice n'est ni l'enfer de Dante, Cuba n'est ni l'enfer de Dante, ni Alice au pays des merveilles. Et vous avez raison, vous n'avez pas comparé, mais moi je crois que l'analyse comparative est fondamentale. D'ailleurs, c'est un reproche qu'on me fait souvent, quand on me pose une question sur Cuba, je réponds sur la question, et puis j'invite à la comparaison. Parce que sinon, nous ne pouvons pas saisir quels sont les enjeux, quelle est la réalité, sans une analyse comparative. Oui. Pardon, j'aimerais savoir quelles sont les relations avec la Russie actuellement, vu qu'on n'en parle plus. Enfin, avant, il y avait avec l'Union soviétique. Non, c'est moi, là, voilà. Ah. Voilà. Quelles sont les relations avec la Russie actuelle, s'il y en a, parce que c'est vrai que je n'entends plus parler. Bon, je lis un peu dans les journaux, mais c'est vrai que je ne vois aucun rapport entre Cuba et la Russie. Merci bien. Oui. La Russie ne fait pas partie des principaux partenaires commerciaux de Cuba. Je crois que, je ne sais même pas si elle est dans les 10 premiers. Les relations se sont distendues, vous le savez, depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Les Cubains ont en mémoire les 3 trahisons de l'Union soviétique en 1962, lors de la crise des missiles, lorsque Khrouchtchev a décidé de pacter avec Kennedy sans consulter les Cubains, qui risquaient leur vie et leur existence. Donc les Cubains l'ont pas en travers la gorge. Lorsqu'en 1991, l'Union soviétique, du jour au lendemain, a abandonné Cuba à son sort. Et en 2001, suite aux attentats du 11 septembre, lorsque la Russie a décidé de fermer sa base d'écoute à Lourdes, qui est devenue aujourd'hui l'Université des sciences informatiques, et qui rapportait à Cuba 300 millions de dollars par an. Donc il y a eu un pacte entre Washington et Moscou. À ce sujet, donc les Cubains ont en bonne mémoire. Tenemos buena memoria, comme dirait Carlos Puebla, el poeta. Et donc voilà, les relations ne sont plus celles d'avant, mais je crois qu'elles s'améliorent. Il y a une volonté de la part de la Russie de retrouver un peu les relations d'antan, même si je crois qu'elles ne seront plus jamais les mêmes. Mais elle a du retard, puisque le premier partenaire commercial, c'est le Venezuela, le second, c'est la Chine, ensuite le Canada, bon, l'Union européenne, etc. La Russie est loin derrière.
Moi, il me semble on pourrait beaucoup, évidemment, parler de Cuba, faire le tour, ses qualités, ses défauts. Mais moi, il me semble qu'une des qualités du régime cubain, du gouvernement cubain, c'est ne surtout pas se poser en modèle. Ni vis-à-vis des pays d'Amérique latine, ni vis-à-vis des autres pays. Il est jaloux le pays est jaloux de ses façons de concevoir la gestion du pays, mais il est aussi jaloux pour les autres. Et c'est ça qui me semble être la grande qualité du gouvernement cubain, contrairement à l'époque, disons, primitive du socialisme, où l'Union soviétique avait un modèle qu'elle cherchait à plaquer un peu partout. Et la deuxième idée que je me fais aussi, c'est que quand on réfléchit au socialisme, si c'est un régime aussi mauvais, aussi pervers qu'il paraît aux yeux de certains, pourquoi donc multiplie-t-on les difficultés pour le faire échouer? Et moi, en une démarche scientifique, quand on veut démontrer la fausseté d'une thèse, on ne crée pas toutes les conditions pour que cette thèse échoue. On crée les conditions pour qu'elle puisse se dérouler normalement, et ensuite on tire les conclusions. Mais là, dès qu'un pays veut s'affranchir un peu du libéralisme, du capitalisme, aussitôt on multiplie. Tous les moyens sont bons, idéologiques, économiques, militaires, pour faire en sorte qu'il échoue. On ne démontre rien du tout là-dedans. Je crois que si on veut vraiment rendre les débats sereins, il faut qu'on aborde les choses de façon différente. Et c'est un des mérites de Cuba, je crois, d'aborder cette approche des phénomènes. Oui, c'est vrai que les Cubains n'ont jamais prétendu être un modèle. Ils prétendent et aspirent à être les maîtres de leur destin et à décider de leur modèle de société. C'est une prétention qu'ils ont, mais ils n'ont pas, comme vous le dites, ils n'ont pas la prétention de l'imposer à quiconque. Et ce que souhaitent surtout les Cubains, comme vous dites, ils souhaitent pouvoir édifier leur projet de société en paix. Les Cubains veulent qu'on les laisse tranquilles. Oui, je peux prendre la parole? Oui. Excusez-moi, je ne suis jamais allé à Cuba, je ne sais pas si j'irai un jour, je ne sais pas, je parle espagnol, mais enfin bon, il y aurait plusieurs questions qu'on pourrait poser. Par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas développer, dans le cadre de l'Europe, un axe, ça dépend des gouvernements évidemment, ils peuvent changer, entre l'Espagne et Cuba. Je me souviens des positions de Aznar qui étaient très alignées sur les États-Unis, hein, par exemple. Bon, est-ce que ça peut changer? On a beaucoup reproché à Podemos des amitiés ou des relations avec le Venezuela. Je ne sais pas quel est leur projet vis-à-vis de Cuba. Je pense qu'il est très différent de celui de Rajoy, et tant mieux. Bien, et un autre aspect aussi, sans aller à Cuba, on peut aussi assez facilement lire en français ou dans la langue originale des ouvrages d'écrivains cubains de très grande valeur, dont certains presque tous, je crois, sont passés ici, tels que Padura, Pedro Juan Gutiérrez, qui décrit bien les années 90 et la crise, la survie quotidienne, etc. Et autres. Je me souviens aussi de l'intervention de Carla Suarez, qui était passée ici, et qui s'étonnait, après pas mal d'années vécues en Europe, du fait qu'on l'interroge toujours sur l'aspect politique de sa condition, à savoir pro ou anti-castriste, ce qui est parfaitement ridicule. Elle a le droit d'avoir l'opinion politique qu'elle veut, mais elle se reconnaît le droit aussi d'être écrivain, tout simplement. Voilà. Donc je peux recommander aussi le film de Padura et Laurent Cantet, qui est français, donc c'est un pont intéressant, qui est Le Retour à Itac, qui présente une conversation sur une terrasse à La Havane, où les avis sont très circonstanciés. C'est un film d'une très grande subtilité, que je peux conseiller de voir ou revoir à tout le monde. Et qui a eu un prix à Biarritz d'ailleurs, au Festival de cinéma latino-américain. Voilà. La littérature apporte beaucoup aussi, avec les études universitaires, je suis bien d'accord. Le chef-d'œuvre, c'est Les Salvalimes Paradis. Plus l'Época Collective. Reinaldo Arenas. Je crois qu'il faut en finir. Ce sont des gens qui ont été à un moment donné discriminés, c'est vrai, parce qu'ils étaient homosexuels. Mais quelle force dans les romans de Reinaldo Arenas, quelle force. Et Les Samalim, qui n'a jamais quitté Cuba, qui est homosexuel, qui a subi une certaine marginalisation. Lisez Paradiso, c'est à mon avis l'œuvre maîtresse, l'un des plus grands romans de la littérature latino-américaine et mondiale. Hein? Ah bon? Oui, bien sûr, bien sûr.
Un mot rapidement sur l'Union européenne, puisque je crois que le temps est compté, c'est ça? Oui. Dans 5 minutes, on va tomber en période spéciale et on ne pourra pas alimenter correctement nos invités. Parce qu'ici, à partir de 10h30 à Pau le soir, on ne peut pas manger. Donc ayez pitié d'eux, s'il vous plaît. Ils ont beaucoup souffert déjà, donc... Un mot sur l'Union européenne. Vous avez raison de rappeler que l'Union européenne, en 1996, s'est alignée... Il y a des bavards au fond. S'est alignée... Carmen, Juan est un provocador. Un provocador de primera. L'Union européenne, malheureusement, en 1991, s'était alignée sur la position des États-Unis et avait adopté une position commune qui vient d'être abrogée, heureusement, plus de 20 ans après. Le seul pays d'Amérique latine et du tiers-monde qui était à l'époque, d'Amérique latine en tiers-monde, il y en avait quelques-uns, il y avait le Zimbabwe, etc. Mais d'Amérique latine, le seul pays victime d'une position commune qui limitait les rapports, les liens politiques, diplomatiques et culturels, c'était Cuba. Officiellement, en raison de la situation des droits de l'homme. Alors c'est assez drôle de voir l'Union européenne disserter sur la situation des droits de l'homme à Cuba. Je me souviens avoir publié un livre à l'époque, je ne l'ai pas ici malheureusement, où je faisais une étude comparative, encore une fois, de la situation des droits de l'homme à Cuba et dans les 25 pays qui avaient adopté les sanctions politiques, diplomatiques et culturelles, en me basant sur les rapports d'Amnesty International. Et j'avais découvert que 23 des 25 pays de l'Union européenne présentaient, selon Amnesty International, une situation des droits de l'homme qui était pire que celle de Cuba. Moi j'invite, c'est pas une question qui a surgi dans le débat, c'est curieux parce que d'habitude on me parle toujours des droits de l'homme à Cuba, et là ça pas. Moi la réponse que je donne tout le temps, je vous invite, une fois rentré chez vous, à aller sur le site d'Amnesty International, à lire le rapport sur la situation des droits de l'homme à Cuba, à lire le rapport sur la situation des droits de l'homme en France et à faire une étude comparative. Et je vous avance une info, le plus mauvais élève n'est pas celui que l'on croit. Non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Madame qui avait un... Madame, oui? Je voyais que vous aviez une réticence. Vous avez le droit de l'avoir. Hein. Je vais parler au nom du groupe d'Amnesty International de Pau. Je l'ai lu justement ce matin, le rapport de 2016, pour justement être bien au courant des dernières... certes, la France n'est pas... Il y a effectivement des problèmes en France, et maintenant Amnesty défend son propre, agit sur son propre pays, donc, et nous agissons sur les violences policières, voilà. Mais bon, à Cuba, il y a quand même aussi des problèmes. Oui. Vous avez remarqué que dans le dernier rapport d'Amnesty International, les reproches faits à l'encontre de la France et des États-Unis sont bien plus sévères que ceux contre Cuba. Puisque le principal reproche que l'on fait à Cuba, dans le dernier rapport, c'est la multiplication des gardes à vue. Même pas plus de Amnesty International ne parle pas de détention, elle parle de garde à vue, hein, ou de euphémisme, ça m'a plu, de détention de courte durée, pouvant aller jusqu'à quelques heures. Oui. Moi je me dis que si Amnesty International faisait en France la même chose et comptabilisait le nombre de gardes à vue de quelques heures dans les quartiers populaires, et qu'on ne me dise pas que ce n'est pas pour des raisons politiques, hein, eh bien je crois que le rapport d'Amnesty International sur la France ferait 39 pages. Voilà. Et de maladresse. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, alors, là encore, hein, je dis Amnesty International reconnaît certaines violations des droits de l'homme à Cuba. Même si ce que je reproche à Amnesty International, c'est de ne pas appliquer les mêmes critères à tous les pays. Je pense que les critères sont les mêmes. Non. Il y a quand même... Par exemple, pour la question des gardes à vue, mais pourquoi Amnesty International en est réduite à compter le nombre de gardes à vue à Cuba et qu'elle ne le fait pas en France? Le nombre de jeunes des quartiers populaires qui sont mis en... Je ne parle pas garde à vue de celui qui a fait un excès de vitesse ou qui conduit alcoolisé, ça c'est normal ça.
Mais la garde à vue, le nombre de gardes à vue dans les quartiers populaires, vous savez, les petits jeunes qui ne font rien et puis qui sont contrôlés 12 fois par jour et qui sont... Mais c'est le reproche que je fais à Amnesty International. Hein, pour moi, c'est une organisation sérieuse, mais un autre reproche que je ferai. Amnesty International, depuis le 21 mars 2017, reconnaît l'existence d'un prisonnier politique à Cuba. Et donc j'ai lu le rapport. Amnesty International considère que telle personne est un prisonnier politique. Avant le 21 mars, il n'y en avait aucun sur Amnesty International. Et dans le rapport, je me rends compte qu'Amnesty International s'est basé sur quoi pour déclarer que telle personne était un prisonnier politique? Sur un appel reçu de sa femme. Donc, le 20, Amnesty International reçoit un appel de la femme de la personne condamnée. Le 21, il est déclaré prisonnier d'opinion. Comparaison, les 5 de Miami, pour ceux qui connaissent, vous savez, les agents des services de renseignement cubains qui ont infiltré des groupuscules terroristes en Floride et qui ont été condamnés à des peines de prison à vie. Il a fallu, pour Amnesty International, 6 ans pour reconnaître que le jugement n'avait pas été impartial. Alors moi je m'étonne de cette telle différence. Moins de 24 heures pour décréter, en se basant uniquement sur l'appel de l'épouse du détenu pour décréter comme prisonnier d'opinion. Et de l'autre côté, il faut 6 ans pour reconnaître, 6 ans après que le groupe de travail des Nations Unies ait déclaré que le procès n'avait pas été équitable, après que le Congrès mexicain, à l'unanimité de la droite jusqu'à la gauche, ait voté demandant un procès plus juste. Donc je regrette d'un côté la lenteur d'Amnesty International pour certains cas, et puis le caractère expéditif d'une décision, moins de 24 heures. Hein. Je vous invite, je l'ai relu tout à l'heure, parce que je me suis dit, on va peut-être pas poser la question de savoir s'il y a des prisonniers politiques à Cuba. Donc j'ai relu le dernier rapport. Et moi, je ne peux qu'exprimer mon étonnement. Parce que moi, j'attends d'Amnesty International, qui est une organisation sérieuse, à ce qu'elle prenne bien entendu le point de vue de l'épouse de ce détenu, mais également le point de vue des autorités cubaines, quelle est la publication du jugement, et ensuite, quels sont les faits reprochés. Parce que ce genre de décision hâtive, moins de 24 heures, nuit fortement à la crédibilité d'Amnesty International. J'avais publié en 2008 un article intitulé « Les contradictions d'Amnesty International ». En 2008, Amnesty International reconnaissait l'existence de 58 prisonniers d'opinion à Cuba. Déclaration du 18 mars 2008. Vous pouvez la trouver sur Internet. Dans la même déclaration, disant 58 prisonniers d'opinion qui sont en prison uniquement pour avoir exprimé une opinion hétérodoxe. Et dans la même déclaration, la justice cubaine reproche à ses opposants d'avoir accepté le financement du gouvernement des États-Unis. Alors moi, quand j'ai lu cette déclaration, je suis tombé des nues. Amnesty International n'a pas contesté l'argument de la justice cubaine, pour la simple et bonne raison que c'est une réalité publique. Le gouvernement des États-Unis reconnaît publiquement qu'il finance l'opposition interne. Mais à partir du moment où un opposant accepte d'être stipendié par une puissance étrangère, qui impose un état de siège au pays en question, dont l'objectif public est un changement de régime. Mais on passe du statut d'opposant politique au statut d'agent stipendié par une puissance étrangère. De traître, tout simplement. Et on viole gravement la loi cubaine, mais pas que la loi cubaine. La loi française également. L'article 411.4 du Code pénal français stipule, je le cite de mémoire, le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, même pas d'être financé, d'entretenir un échange avec une puissance étrangère dans le but de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est passible d'une peine de 30 ans de réclusion criminelle et de 450 000 € d'amende. Code pénal, article 411.4. J'espère que vous notez, hein. Si je vous le donne et que personne note pour aller vérifier, d'ailleurs, moi je vous invite à ne pas prendre pour argent comptant tout ce que je vous raconte. Ayez l'esprit critique. Parce que je pourrais vous embobiner. Je cite au hasard des articles, etc., pour vous convaincre. Donc vérifiez par vous-même. Et je vous invite également, lorsque vous entendez, vous voyez dans les médias des informations sur Cuba,
prendre cette information avec une certaine circonspection, ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on nous raconte. Donc voilà ce que je peux dire sur Amnesty International. J'ai d'ailleurs débattu, par pur hasard, avec la représentante d'Amnesty International. J'ai eu 3 minutes sur France Info. Je ne savais même pas qu'elle était là. On m'avait, suite à la déclaration de Ségolène Royal qui avait dit qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques à Cuba. Et donc on m'a appelé pour me dire que pensez-vous de la situation, de la déclaration de Ségolène Royal. Je ne savais pas que la représentante d'Amnesty International France était sur le plateau. J'ai dit, Ségolène Royal a complètement raison, puisque selon Amnesty International, il n'y a aucune violation des droits de l'homme, il n'y a aucun prisonnier politique à Cuba. Et donc, la représentante d'Amnesty International est intervenue en disant oui, dans le dernier rapport, mais il y en a eu, etc. Mais puis, il y en a eu, d'accord, mais si on remonte en France aussi, il y en a eu. On part de la situation actuelle. Si on veut parler des années 60 ou des années 70, il y en a eu à Cuba, mais il y en a eu en France. Et d'ailleurs, j'avais poussé la provocation jusqu'à dire sur France Info, moi j'invite les auditeurs à faire la comparaison entre le rapport d'Amnesty International sur la France et celui sur Cuba. Alors elle est intervenue en disant non, mais Amnesty International ne fait pas de comparaison. Je dis oui, vous n'en faites pas, mais moi je la fais. Je la fais. Pour avoir une idée plus réelle des faits. Voilà ce que je peux dire. Salim, tu veux manger ce soir? Oui, je vais manger. Je crois qu'on peut le remercier. Merci. Merci. Je tiens à réitérer mes remerciements au Festival Cultura América, à Paco, pour son invitation, à Anne-Marie, à Jean Ortiz, à Marielle, à Claude, a Carmen, que buena la paella de ayer. Et merci à vous pour votre présence.